Honorée de vous accueillir ici. Nous avons fait le choix à Lyon d'avoir ce débat sur la place publique. C'est aussi une tradition sur le premier arrondissement, de ne pas enfermer la parole, de ne pas la cloisonner, de ne pas discuter entre nous et dans des salons ou dans des salles bien fermées, mais d'avoir ce débat sur la place publique. Je dis souvent, la politique, c'est comme la philosophie, ça se fait dehors, ça se fait en marchant, ça se fait en rencontrant, ça se fait en échangeant. Et donc, c'est le parti pris que nous avons eu. En plus, en consultant la météo, on savait que ça serait possible. Donc, merci, Monsieur Essel, aussi de vous prêter à cet exercice un peu particulier, mais qui est assez coutumier sur cet arrondissement. Nous vous accueillons sur cet arrondissement qui est aussi un arrondissement central à Lyon. Nous sommes sur la Presqu'île, un arrondissement qui a une longue histoire patrimoniale, sociale également. Évidemment, au XIXe siècle, cet arrondissement a été connu pour la révolte de ces ouvriers de la soie, des canuts. Ça a été également un haut lieu de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un arrondissement aussi qui, dans les années 70, a accueilli de nombreux groupes qui ont réfléchi souvent à des manières de vivre différemment, les mouvements associatifs, des mouvements libertaires également. Voilà, donc nous sommes dans un arrondissement qui a toujours été un petit peu le laboratoire au cœur de la ville sur des recherches de vivre parfois un petit peu différentes des schémas établis. Et donc nous pensions que votre présence ici sur ce quartier, au regard de son histoire, avait tout son sens et toute sa valeur. Alors pour démarrer l'entretien, sachant que ça sera un entretien que nous voulons bref pour ensuite pouvoir échanger avec les personnes sur la place, avec vous tous, peut-être revenir sur le livre qui vous a fait, on va dire, connaître du grand public, Indignez-vous, 2 millions d'exemplaires en France, traduit je crois en plus de 35 langues à travers... 30 langues, voilà, j'espère, mais ça va venir, 30 langues à travers le monde. Comment expliquez-vous cet engouement et pourquoi le succès de ce livre? Qu'est-ce que vos paroles, qu'est-ce que votre écrit a rencontré d'après vous? Voilà, je crois que nous sommes tombés juste. C'est-à-dire, ce petit livre a été écrit en octobre 2010. On n'était déjà pas très content de la manière dont la France était dirigée. On n'avait pas une folle sympathie pour M. Sarkozy. Et on se disait que ce petit livre intéresserait sans doute les Français. Et puis là-dessus, 3 mois plus tard, démarre ce qu'on appelle le printemps arabe. C'est-à-dire que tout à coup, dans plusieurs pays, les gens s'indignent. Ils s'indignent chacun de choses différentes. Mais notre petit livre indiquait clairement que pour s'indigner à juste titre, il faut s'indigner lorsque des valeurs fondamentales sont violées. Et malheureusement, nous avons le sentiment que dans beaucoup de pays, et à cause de la suprématie dangereuse du monde économique et financier, de la crise terrible qu'affronte actuellement la société globale, les raisons de s'indigner sont nombreuses. De sorte que, surpris d'abord que les Japonais, les Coréens du Sud, les Argentins, les Russes et les Ukrainiens voulaient que ce petit livre soit traduit, on s'est dit, eh bien, chic, ça prouve que ce que nous avons à dire, qui est, et je le rappelle, il y a des valeurs démocratiques fondamentales qui ne doivent pas être violées. Et lorsqu'elles le sont, il est légitime que les citoyens s'indignent d'abord, s'engagent ensuite et font le nécessaire pour que ça change. Voilà, si vous voulez, comment le succès extraordinaire de ces 30 pages qui ne coûtent que 3 euros, je vous signale tout de suite que 3 euros, on peut encore se payer ça, ça se lit en à peu près 25 minutes, mais ça peut avoir un effet, et je suis très heureux que cet effet n'ait pas seulement rencontrer des Français, mais rencontrer des Allemands, des Américains. Je reviens de New York, où il y a eu les indignés de Wall Street. J'ai été avant ça en Palestine et en Israël. En Israël, il y a eu les indignés du boulevard Rothschild. Bref, on s'indigne maintenant un peu partout. C'est chic, mais ça n'a de raison d'être que si on s'indigne pour des valeurs fondamentales, et ce sont pour moi les valeurs de la social-démocratie. Et c'est la raison pour laquelle je passe tout de suite à la deuxième étape de ce que nous avons décidé d'évoquer aujourd'hui sur cette belle place. C'est pourquoi
je suis particulièrement heureux que la gauche française, pour la première fois dans son histoire déjà longue, ait décidé de désigner son candidat ou sa candidate pour la prochaine élection présidentielle, non pas en cercle fermé avec les fonctionnaires des partis entre eux et en disant bon, on va essayer de se mettre d'accord sur cela, non, mais en faisant ce qu'on appelle une primaire. C'est ce qui se passe aux États-Unis avant une élection présidentielle. Chacun des grands partis commence par consulter tout le monde, tous ceux qui croient à la gauche. Et c'est parce que tous ceux qui croient à la gauche vont pouvoir, dans quelques jours, c'est-à-dire dans 4 jours, vont pouvoir exprimer leurs préférences, que je trouve que nous avons franchi là une importante étape dans le fonctionnement de la démocratie. La démocratie, c'est un mot qui comporte beaucoup d'interprétations différentes. La seule à laquelle je crois, c'est une social-démocratie qui fait que le peuple, le démos, soit observé dans sa socialité et que l'on veille à ce que les fractions sous-privilégiées d'une société puissent bénéficier des privilèges auxquels ils ont droit. C'est ça, à mon avis, que doit faire la gauche. La gauche française a eu le courage de porter devant tous, il faut juste payer 1 euro et signer un petit texte, c'est pas bien difficile, de choisir chacun pour soi, celui de la gauche qu'il estime le meilleur pour représenter cette gauche dans l'élection présidentielle de l'année prochaine. Voilà ce qui me paraît un progrès. Je vous dis tout de suite que mes relations avec Lyon sont multiples. J'ai beaucoup de sympathie pour M. Gérard Collomb, qui m'a invité à plusieurs reprises à venir au Parc de la Tête d'Or pour des dialogues en humanité. Je ne me mêle pas des divergences qu'il peut y avoir dans toute ville entre les uns et les autres, mais je suis là pour dire ma sympathie personnelle et ma conviction, et je termine là-dessus avant de vous donner la parole, ma conviction qu'il y a une personne et seulement une personne, et il s'agit de Martine Aubry, qui dispose des qualités dont nous avons besoin pour l'Élysée. Beaucoup de gens merveilleux, même parmi les candidats, ont beaucoup à apporter à la France et à la société. Nous avons besoin de chacun d'entre eux. Nous avons besoin de François Hollande, de Arnaud Montebourg, de Valls et de Ségolène Royal. Mais celle, la femme, car il nous faut une femme, enfin, pour la première fois depuis la marquise de Pompadour, la première